L'hiver arriva tôt dans cette région isolée des montagnes du sud du Chili. Un froid qui ne s'annonce pas, qui s'installe sans prévenir. Les familles renforcèrent les portes, empilèrent le bois, ajustèrent les cheminées pour que la chaleur monte rapidement et se dissipe avant que la fumée ne tue quelqu'un pendant la nuit. Il en avait toujours été ainsi. C'est alors qu'Elena a fait le contraire. Pendant que les autres préparaient le toit, elle ouvrit le plancher de sa propre hutte. Elle creusa sous les planches, orienta la cheminée vers le bas et commença à diriger la chaleur vers la terre, non pas vers le ciel, mais vers le sol gelé. Les voisins ont arrêté leurs animaux pour regarder. Quelqu'un a ri. Un autre a déclaré que c'était du gaspillage. Une troisième personne a fait remarquer, sans baisser la voix, que cela ne durerait pas plus d'un mois. Le froid ne pardonnait aucune erreur. Une mauvaise décision en novembre a signifié rater le printemps. Et tandis que le vent commençait à durcir le sol autour d'eux, Elena referma les planches du plancher, alluma le feu, et il attendit. Ce que personne ne savait, c'était ce qui était réellement mis à l'épreuve cet hiver-là. Dans cette région du sud du Chili, l'hiver n'était pas qu'une simple saison. C'était une épreuve. Ceux qui ne s'adaptaient pas rapidement ne restèrent pas. Les huttes étaient dispersées, reliées plus par nécessité que par de véritables liens. Chaque famille veillait à sa propre survie, ce qui impliquait d'observer attentivement les autres, non par curiosité, mais pour évaluer les risques. La règle était simple, ne pas innover à l'approche du froid. Ils utilisèrent la méthode qui avait déjà fait ses preuves, une cheminée droite, un feu constant et des bûches empilées aussi haut que possible. La chaleur montait, la fumée s'élevait, et ils espéraient que cela suffirait. Elena vivait seule depuis l'hiver dernier. Elle parlait peu. Elle travaillait tôt et se couchait tard. À la mort de son mari Matteo, personne ne posa de questions. La mort était un fait. Le silence suivit. On attendait d'elle qu'elle vende le chalet, qu'elle retourne vivre dans un endroit moins rude, ou qu'elle accepte une aide qui n'était jamais gratuite. Elle ne fit rien de tout cela. Il a poursuivi. Il portait de l'eau. Il coupait du bois. Il réparait ce qui était cassé. Il ne demandait rien. Cela, en soi, la distinguait déjà de la norme. Mais ce qui a vraiment retenu notre attention s'est produit des semaines avant la première vague de froid importante, alors que le sol était encore dur, mais pas gelé, alors qu'il y avait encore du temps. Du moins, c'est ce qu'on disait. Elle commença à enlever les planches du plancher. Au début, ils crurent qu'elle réparait quelque chose. Puis ils pensèrent qu'elle perdait peu à peu la raison. Chaque jour, de la terre s'échappait de la hutte dans des charrettes de fortune. Ce n'était pas un petit trou. Il n'était pas peu profond. Elle creusait comme si elle avait un plan, mais sans éprouver le besoin de l'expliquer. Quelqu'un a fait remarquer qu'elle épuisait son corps avant la mauvaise saison. Un autre a déclaré que cela ne ferait qu'attiser son entêtement. Les plus âgés se contentaient de regarder en silence, comme s'ils avaient déjà vu ce genre d'erreur. Le jugement ne s'est pas manifesté par des discours. Il s'est fait par des regards insistants, par de brefs rires à son passage, par des conversations qui s'interrompaient dès qu'elle approchait du puits communal. Elena n'a pas réagi. Quand le trou devint assez profond, il commença à remonter des pierres, pas des pierres décoratives, de lourdes pierres irrégulières, arrachées au lit asséché d'une rivière voisine, une à une, jour après jour, mains gercées, souffle court dans l'air froid du matin. C'est alors qu'ils ont remarqué la cheminée. Elle ne s'est pas dressée verticalement comme les autres. Une partie a disparu sous le sol. Elle s'est enfoncée dans la terre avant de réapparaître. Un détour étrange, manifestement intentionnel. À partir de ce moment, les commentaires cessèrent d'être de simples curiosités et devinrent une certitude. La chaleur monte, dit Raphaël, comme s'il enseignait à un enfant. Elle va utiliser 2 fois plus de bois de chauffage, a déclaré Esteban. Quand le froid s'installera vraiment, tu le regretteras, conclut Miguel. Personne ne lui adressait la parole directement. Ce n'était pas de la cruauté, mais une question de discrétion. Dans ce lieu, on ne s'impliquait pas trop dans les erreurs des autres. Chaque hiver apportait déjà son lot d'histoires de ceux qui avaient tenté quelque chose de différent et n'y avaient pas survécu. Elena a terminé les travaux quelques jours avant la première chute brutale des températures. Il a remis les planches du plancher. Il a ajusté la cheminée. Il a empilé le bois de chauffage comme toujours, moins que les autres, ce qui ne faisait que renforcer les paris silencieux sur sa durée de vie. Lors de la première nuit vraiment froide, lorsque le vent se mit à frapper délibérément les murs, certains jetèrent un coup d'œil vers sa cabane avant de fermer leur propre porte. Il n'y avait pas de fumée excessive. Il n'y avait pas de bruit différent. Rien n'indiquait que quelque chose n'allait pas. C'est exact. Elle alluma le feu, s'assit et laissa le silence faire son œuvre.
L'hiver n'avait pas encore révélé tout ce qu'il comptait emporter. La première semaine de froid fut supportable. Un froid trompeur, certes. Les matins, il fallait prévoir plus de bois. Les nuits étaient longues, mais personne ne s'inquiétait. C'est durant cette période que les erreurs commencèrent à se produire, car elles semblaient insignifiantes. Elena a brûlé moins de bois que d'habitude. Cela n'est pas passé inaperçu. Tandis que les autres entretenaient le feu toute la journée, l'alimentant de temps à autre pour éviter que l'air ne se refroidisse, sa cabine demeura silencieuse pendant des heures. Pas de fumée constante, pas de rituel répétitif consistant à ouvrir régulièrement la porte du poêle. Quelqu'un a fait remarquer qu'elle rationnait trop tôt. Un autre a affirmé qu'il ne s'agissait que d'une apparence, et que bientôt ils devraient doubler leur consommation. Personne ne croyait que c'était un choix. On pensait que c'était une nécessité. Mais il y avait une méthode. Elle allumait le feu 2 fois par jour. Un feu intense, sans ménagement. Elle laissait la chaleur monter jusqu'à ce que les pierres sous le plancher en soient imprégnées. Puis elle fermait tout. Elle laissait le feu s'éteindre de lui-même. Elle n'y touchait plus. La nuit, tandis que les autres se levaient pour recharger le poêle, elle restait allongée. Non par confiance, mais par simple observation. Le sol sous ses pieds irradiait encore de chaleur. Les murs ne transpiraient pas de glace. L'air n'était pas glacial. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'on leur enseignait là-bas. Dès le départ, la chaleur était perçue comme une force en perpétuel mouvement. Qu'elle s'élève, s'échappe, se renouvelle, qu'elle ne s'attarde jamais, qu'elle ne s'arrête jamais. Enfouir la chaleur paraissait aussi absurde qu'enfouir des provisions avant l'hiver. C'est ce qui a fait revenir les rires. Il essaie de réchauffer la terre, dit quelqu'un en secouant la tête. Quand février arrivera, il brûlera des meubles, a répondu un autre. On ne peut pas vaincre le froid en cachant le feu, a conclu une 3e personne. Elena écoutait. Elle écoutait toujours. Elle n'interrompait pas. Elle ne corrigeait pas. Elle n'expliquait pas que la chaleur ne montait pas au contact d'une masse, que la pierre ne rivalisait pas avec le feu, elle ne faisait que le freiner, que leur erreur n'était pas technique, mais culturelle. Mais elle a gardé cela pour elle. Le véritable risque n'était pas la consommation de bois, mais le temps. Il fallait remuer la terre, laisser les pierres s'imprégner de la chaleur. Les premiers jours, une partie de l'énergie s'est dissipée. C'était inévitable. Si le froid s'installait trop vite, le système ne serait pas prêt. Elle le savait. Aussi, lorsque le vent a tourné et que les signes ont commencé à apparaître, des animaux plus agités, des oiseaux qui disparaissèrent trop tôt, des nuits qui se refroidissèrent trop vite, elle n'a pas accéléré le pas. Elle a maintenu son rythme. Elle avait confiance dans le processus. C'est cette partie que personne n'a comprise. Ce n'était pas un pari impulsif. C'était une attente active. Un calcul silencieux face à quelque chose d'inné et d'inné. Par un matin particulièrement froid, Raphaël s'attarda trop longtemps près de sa cabane. Il n'entra pas. Il se contenta d'observer la cheminée. La fumée s'élevait proprement. Il n'y avait pas d'excès de fumée. Aucun défaut n'était visible. Il est encore temps de conclure cet accord, a-t-il déclaré, sans provocation. Le véritable hiver n'est pas encore arrivé. Elena hocha la tête. Un bref geste. Elle ne dit ni oui, ni non. Quand il fut parti, elle rentra, ferma la porte et déposa une autre grosse charge de bois. Non pas qu'elle en ait besoin sur le moment, mais parce qu'elle savait que lorsque le vrai froid arriverait, il n'y aurait plus de place pour les ajustements. Ce choix étrange avait déjà été fait. Il ne restait plus qu'à savoir si l'hiver l'accepterait. Le premier test n'a pas été violent. Il a été marqué par la constance. Les températures ont commencé à chuter sans prévenir, nuit après nuit, comme si le froid s'installait insidieusement. Il n'y avait ni tempête, ni urgence. Juste des matins plus rigoureux et un silence différent, plus lourd, planait dans l'air. C'était le genre de froid qui révèle les moindres défauts. Dans d'autres cabanes, les premiers problèmes sont apparus rapidement. Les portes, qui ne fermaient plus correctement, laissaient passer les courants d'air. Les cheminées, mal installées, aspiraient la fumée à l'intérieur. Le bois vert, entreposé à la hâte, brûlait mal et produisait plus de fumée que de chaleur. Rien de grave. Pour l'instant, Elena se réveilla avant l'aube, comme toujours. La différence se faisait sentir au sol. En se levant, elle ne ressentit pas le froid glacial sous ses pieds. Le plancher était chaud, pas brûlant, juste assez chaud pour lui faire oublier que c'était l'hiver. Il alluma le feu par habitude, et non par urgence. Et cela a commencé à attirer l'attention. Une voisine fit remarquer près du puits que sa cabane semblait mieux résister au froid que les autres. Une autre suggéra que c'était peut-être une illusion, que le froid n'était pas encore bien installé.
Un homme âgé fit remarquer que ce genre de remarques annonçait généralement des ennuis. Elena n'a pas participé à la conversation. Au cours de la 3e semaine, un matin, un signe clair apparut. Le thermomètre de fortune d'un des colons enregistra une chute brutale de température. Ce n'était pas un record, mais cela suffit à forcer des ajustements. Les familles commencèrent à se lever au milieu de la nuit pour entretenir le feu. Ceux qui s'étaient endormis trop tard en payèrent le prix fort. Les murs de leurs abris se retrouvèrent recouverts d'une fine couche de glace à l'intérieur. Dans la cabane d'Elena, le feu avait été laissé à s'éteindre des heures auparavant. Pourtant, l'air restait immobile. La chaleur ne provenait d'aucun point visible. Elle n'émanait pas d'une flamme. Elle était simplement là, venant d'en bas, lentement, sans hâte. Cela ne signifiait pas un confort absolu. Elle sentait le froid glacial l'envahir. Elle savait que si elle perdait le rythme, elle perdrait tout en quelques jours. C'est pourquoi elle maintenait sa discipline. Un feu nourri, de longs intervalles, une observation constante. C'est durant cette période qu'il commit sa première erreur. Une nuit, le vent ayant tourné, elle se trompa dans ses calculs. Il laissa le feu s'éteindre trop tôt. Il ne réalisa pas que la charge précédente n'avait pas suffi à recharger complètement les pierres. Le froid ne pénétra pas immédiatement mais s'insinua lentement, presque imperceptiblement. À l'aube, le sol ne réfléchissait plus la chaleur comme auparavant. Elle a procédé à l'ajustement sans dramatiser. Elle a augmenté l'intensité du feu cette nuit-là. Elle est restée éveillée plus longtemps, assise près du poêle, à écouter le bruit du bois qui craquait. Pas de panique, juste un ajustement. Parallèlement, dans d'autres foyers, la consommation de bois de chauffage augmentait. Peu à peu, la différence commença à peser sur eux. Ceux qui travaillaient toute la journée se reposaient moins. Ils avaient moins de temps, moins de marge de manœuvre. Le froid était encore supportable, mais il exigeait une attention constante. Un enfant tomba malade aux abords du village. Rien de grave. Une toux, une légère fièvre. Malgré tout, cela suffit à changer le ton des conversations. L'hiver exigeait toujours ses premiers signes de cette manière. Quelqu'un a fait remarquer à voix basse que la cabane d'Elena semblait mieux résister au temps. Non pas pour la complimenter, mais par une curiosité maladroite. « Il est encore tôt », a répondu un autre. « Attendez janvier ». Elle a entendu cela en passant, portant de l'eau. Cette nuit-là, il sentit de nouveau la chaleur monter à travers les planches. Régulière, constante. Les pierres avaient compris. Le système commençait à fonctionner comme il se devait. Ce n'était pas encore l'épreuve finale. Mais ce n'était plus une question de chance. Elle s'autorisa à dormir un peu plus longtemps. Dehors, le froid continuait de descendre, degré après degré, annonçant quelque chose de plus important. Et à leur insu, tout le monde entrait dans la période de l'hiver où il n'y aurait plus de place pour les petits ajustements. L'erreur ne vient pas d'elle en premier. Elle est apparue avec l'hiver. Le froid changea de nature en une seule nuit. Il ne descendit pas par étapes, mais d'un seul coup. Une chute qui ne tient aucun compte des prédictions ni des signes ancestraux. Le vent se leva avant le coucher du soleil et ne cessa jamais. Il plaqua l'air glacial contre les cabines, comme pour tester chaque fissure, chaque décision prise des mois auparavant. Le lendemain matin, le village s'éveilla, avec une atmosphère différente. Les portes étaient bloquées, l'eau gelait dans les seaux, le bois craquait sous la pression, un bruit sec et sec. Le froid, d'abord une gêne constante, était devenu une menace directe. Elena se réveilla, le sol était encore chaud, la chaleur n'était pas aussi intense que les jours précédents. Juste ce qu'il fallait. Cela aurait dû l'alerter, mais le système fonctionnait, et la confiance tranquille qui s'était installée faillit la pousser à reproduire le schéma sans le moindre changement. Presque. En s'approchant du poêle, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le tirage était plus faible. L'air se comportait différemment. Le vent fort modifiait la pression dans la cheminée, et la chaleur mettait plus de temps à se propager dans le conduit souterrain. C'était un petit détail, invisible à quiconque n'avait pas passé des semaines à observer le même incendie. Elle l'a corrigé trop tard. Cette nuit-là, le froid a triomphé de justesse. La chaleur ne s'est pas insidieusement installée, mais s'est infiltrée progressivement. Les pierres n'étaient pas suffisamment lourdes pour supporter le poids de la chaleur toute la nuit. À l'aube, la chaleur commença à se dissiper. Les murs devinrent froids au toucher. Le sol perdit la douce chaleur qu'il procurait. Elena se réveilla avant le lever du soleil, sentant son corps réagir. Il ne paniqua pas. Il ralluma le feu, comme toujours. Mais ce retard lui coûta quelques heures de désagréments inutiles. Cela lui rappela une chose essentielle. Ce système ne pardonnait pas la négligence. Il n'y avait pas de place pour l'examen émotionnel.
Seul l'examen physique comptait. Pendant qu'elle corrigeait sa propre erreur, quelque chose de pire se passait de l'autre côté de l'accord. Un enfant est tombé malade pendant la nuit. Ce ne fut pas immédiat. D'abord la toux, puis l'essoufflement, un bruit qui ne rime pas avec sommeil. La mère essaya de garder le garçon près du poêle, mais la chaleur monta trop vite et se dissipa avant d'atteindre le matelas de fortune. Le père sortit 2 fois pour aller chercher du bois. La deuxième fois, il revint avec les doigts tellement engourdis qu'il ne pouvait plus tenir la porte correctement. Au lever du jour, le garçon avait déjà du mal à respirer. Le froid avait pénétré ses poumons. La nouvelle se répandit discrètement. Il n'y avait pas de temps pour les drames. Juste des actions rapides et des échecs à répétition. Des femmes proposèrent leur aide. D'autres hommes promirent du bois de chauffage. Rien ne résolut le problème principal. La chaleur ne durerait pas. C'est alors que quelqu'un a mentionné la cabane d'Elena. Non pas à titre de suggestion, mais en dernier recours. L'intérieur est différent, dit quelqu'un en évitant de les regarder directement. Le sol, je ne sais pas comment l'expliquer. La décision a été prise en silence. Quand on frappa à sa porte, le vent soufflait encore fort. Elena ouvrit sans demander pourquoi. Le visage de la mère de l'enfant en disait long. Le petit Thomas était enveloppé dans des couvertures humides, ses lèvres trop pâles pour son âge. Elle n'a pas hésité. Il aida à allonger l'enfant à l'endroit le plus chaud de la hutte, loin du feu, sur les pierres. Il retira les vêtements froids, les remplaça par des vêtements secs, et attendit. L'effet n'a pas été immédiat, mais il a été constant. La respiration commença à ralentir. Le son rauque laissa place à un murmure plus grave, moins forcé. Le corps cessa de lutter contre son environnement. Personne n'a rien dit. Le père se leva, hésitant sur l'endroit où poser ses mains. La mère s'assit par terre, sentant une chaleur lui monter aux jambes. Une sensation qu'elle ne connaissait nulle part ailleurs dans cette vallée. Elena a maintenu le feu constant, sans l'exagérer, sans l'éteindre. L'enfant s'est endormi. C'est là, dans ce silence pesant, que l'hiver a perdu quelque chose d'important. Pas la force, l'autorité, car tous comprenaient que ce n'était ni de la chance, ni de la magie. C'était de la préparation, de l'observation. Un choix fait à temps et corrigé assez rapidement pour éviter le drame. Dehors, le vent continuait de souffler. Mais à l'intérieur de la cabine, l'erreur avait été contenue. Et l'hiver, pour la première fois, n'a pas tout emporté. Le froid ne s'est pas atténué après cette nuit-là. Au contraire, comme s'il sentait une résistance. Il s'obstina. Les jours passaient sans soleil. Un vent incessant, changeant de direction, s'abattait sur les cheminées, aspirant la chaleur là où elle pouvait encore se dissiper. Ce n'était plus une chute brutale, mais une usure continue. C'est ainsi que l'hiver a véritablement triomphé. Dans les autres cabanes, la routine avait laissé place à l'épuisement. Le feu ne s'éteignait jamais. Le sommeil se réduisait à une succession de siestes interrompues. Chaque heure sans bois était une épreuve. Chaque sortie nocturne provoquait une sensibilité accrue dans les doigts, parfois plus. Le bois de chauffage a commencé à s'épuiser trop vite. Certains se sont rendus compte trop tard de leur erreur d'appréciation. D'autres le savaient dès le départ, mais espéraient un hiver plus court. Ce ne fut pas le cas. Le froid s'est installé, comme s'il comptait bien s'y installer durablement. Dans la cabine d'Elena, le comportement était différent. Il n'y avait aucune précipitation. Le feu était allumé à heure fixe, brûlant avec éclat pendant des périodes maîtrisées. Puis, le silence. La chaleur demeurait, diffuse, sans point d'appui. À présent, le sol était constamment chaud. Pas une sensation immédiate, mais une présence. Une chaleur qui n'agresse pas le corps, qui l'empêche simplement de se dissiper. Une chaleur qui ne se fait remarquer que lorsqu'on la quitte. Elena savait que c'était la phase cruciale. Le système était déjà chargé. Les pierres avaient accumulé des jours d'énergie. Le défi consistait désormais à maintenir l'équilibre sous une pression prolongée. Et puis vint le véritable avertissement. Un front froid encore plus violent approchait. Le genre de front qui terrasse les animaux, brise les jeunes arbres et oblige même les plus expérimentés à revoir leurs plans. Il n'est pas arrivé par une tempête immédiate. Il est arrivé dans le silence, sous un ciel d'une clarté exceptionnelle. Cette nuit-là, les étoiles semblaient proches. L'air était glacial. Elena augmenta le feu, non par peur, mais suite à ses lectures. Elle ajusta le tirage. Il s'assura que le courant souterrain était dégagé. Elle passa la nuit éveillée plus longtemps, assise, à l'écoute des sons que seule une personne attentive perçoit. À l'aube, le froid était d'une intensité que personne n'avait connue là-bas ces dernières années. De l'autre côté du hameau, 2 cabanes connaissaient déjà de sérieux problèmes. Dans l'une,
Le vent de face bloquait le tirage de la cheminée, et la fumée commençait à s'accumuler. Dans l'autre, le bois ne produisait plus assez de chaleur. Le feu brûlait encore, mais il ne parvenait pas à vaincre les conditions climatiques. Les gens ont commencé à bouger. Non pas en tant que visiteurs, en tant que survivants. D'abord, une petite famille est arrivée, puis une autre. Ils n'ont demandé aucune explication. Ils ont simplement demandé s'il y avait de la place. Elena a acquiescé. Elle a réglé le poêle. Elle n'a fait aucun commentaire sur la consommation. Elle n'a imposé aucune limite. La cabane, construite pour quelques privilégiés, finit par en abriter beaucoup d'autres. La chaleur ne s'est pas calmée. C'est ce qui a le plus effrayé ceux qui y sont entrés. Ce n'était pas seulement l'air, c'était le sol, les murs, l'impression que le froid ne pouvait rien retenir à l'intérieur. Les enfants étaient assis par terre. Les adultes ont enlevé leurs gants sans s'en rendre compte. Elena observa tout en silence. Je savais que c'était à ce moment-là que les systèmes flanchaient, non pas quand tout se déroule comme prévu, mais quand on les pousse au-delà des limites. Plus de personnel, plus d'humidité, plus de portes qui s'ouvrent et se ferment, plus de risque d'erreur. Elle l'a ajusté de nouveau. Des détails insignifiants, une autre charge puissante au bon moment, moins d'interventions inutiles. Le feu agissait sur les pierres, pas sur l'air. La nuit fut longue. Dehors, le froid était tel que même les décisions les plus simples étaient périlleuses. À l'intérieur, la température baissait légèrement mais restait stable. Aucune surface ne gelait. L'air ne se transformait pas en fumée. C'est là que quelque chose a définitivement changé. Plus personne ne riait. Personne n'a commenté. Personne ne l'a expliqué. Les gens le ressentaient. L'hiver avait tout fait pour éviter une tempête ouverte. Et pourtant, il avait été vaincu par quelque chose qui ne faisait aucun bruit, ne brillait pas, ne s'élevait pas en flammes. Le matin, alors que le froid était encore mordant, quelqu'un dit à voix basse, presque pour lui-même, « Ce n'est pas le feu, c'est le sol. » Elena n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. La plus grande épreuve n'avait pas été de gagner une seule soirée. Elle avait été de subvenir aux besoins de nombreuses personnes pendant des jours, avec moins de moyens que d'autres pour survivre par leurs propres moyens. L'hiver persistait dehors, mais à ce moment-là, il n'avait plus le contrôle. La demande ne prenait pas la forme d'excuses. C'est né d'une nécessité. Le lendemain matin de la nuit la plus froide qu'elle ait connue, l'un des hommes qui s'était moqué d'elle quelques semaines auparavant se présenta à sa porte. C'était Esteban. Il ne frappa pas bruyamment. Il n'annonça pas sa présence. Il resta là, immobile, attendant qu'on le remarque, comme quelqu'un qui avait déjà décidé d'avaler sa fierté avant même de franchir le seuil. Derrière lui, sa femme tenait un paquet. Ce n'était pas du bois de chauffage. C'était un bébé. Elena ouvrit la porte sans expression. Le vent tenta de s'engouffrer avec elle, mais perdit de sa force dès qu'il franchit le seuil de la cabine. Le contraste fut immédiat. Esteban s'arrêta un instant, sentant son corps réagir à la chaleur venant d'en bas et non du feu. Ce fut une nuit difficile, a-t-il déclaré, sans accusation, sans justification. Nous n'arrivons pas à chauffer la maison. Elena hocha la tête. Un simple geste. Elle fit de la place. Il n'a pas demandé ce qui avait été dit auparavant. Il ne se souvenait pas avoir ri. Il n'a pas mentionné les paris silencieux. L'enfant fut placé sur une pile de couverture, directement au-dessus de l'endroit le plus chaud du sol. Les pleurs s'apaisèrent peu à peu, non pas par réconfort émotionnel, mais parce que son corps cessa de dépenser de l'énergie à essayer de se réchauffer. D'autres sont venus, un par un. Certains ne lui avaient jamais adressé la parole autrement que le strict nécessaire. D'autres avaient fait remarquer, à voix haute, que ce n'était qu'une obstination enfouie. Maintenant, ils ne disaient non plus rien. Ils étaient assis. Ils observaient. Ils ressentaient. Un silence pesant s'installa dans la cabine. Non par gêne, mais par une prise de conscience tardive. Personne ne posa de questions techniques. Personne n'exigea de longues explications. Ils se contentèrent de regarder le sol, de toucher les planches, cherchant à comprendre comment une chose aussi simple avait pu passer inaperçue si longtemps. L'un des plus âgés, Don Alvaro, qui avait survécu à plus d'hivers qu'il ne voulait bien les compter, s'assit directement à même le sol et y resta immobile pendant de longues minutes. Puis il dit simplement « Ce n'est pas nouveau ». Elena acquiesça d'un signe de tête. Il n'a pas expliqué d'où cela venait. Il n'a pas parlé d'origine, de mémoire ou de savoir ancien. Il s'est contenté d'entretenir le feu à la bonne intensité. Le véritable changement ne résidait pas dans l'aide apportée, mais dans l'attitude. Elena n'est pas devenue le centre de l'attention. Il n'a donné aucun ordre. Il n'a pas assumé de rôle de dirigeante officielle. Elle est restée la même personne discrète,
Juste, nécessaire. Quand on lui a demandé si cela était possible dans d'autres cabines, elle a répondu brièvement. Elle en a dit assez pour éviter tout malentendu, sans plus. Elle a exprimé de la profondeur, elle a exprimé de la tension. Elle a laissé entendre que les erreurs commises dans ce contexte seraient coûteuses. Les hommes qui en étaient autrefois si sûrs, écoutaient maintenant, non pas parce qu'elle parlait mieux, mais parce que le froid leur avait appris. Cette nuit-là, personne ne sortit. Le vent se leva de nouveau et le froid demeura implacable. Mais à l'intérieur de la cabane, le système supporta une fois de plus le poids des humains sans s'effondrer. Le feu brûlait, les pierres répondaient, la chaleur persistait. À un moment donné, quelqu'un a remarqué qu'Elena dormait. Je ne regarde pas. Ne pas tout contrôler. Dormir. Cela a scellé quelque chose qui n'avait pas besoin d'être dit. Lorsque le froid commença lentement à s'atténuer quelques jours plus tard, les gens commencèrent à rentrer chez eux. Pas tous en même temps. Prudemment, avec un regard neuf. Certains ne revenaient que le jour, pour observer comment le chalet se comportait sans autant de monde. Elena ne l'a pas empêché. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, aucun mot ne fut prononcé, mais quelque chose avait été modifié de façon permanente. Ceux qui riaient pèsent maintenant leurs mots. Ceux qui doutaient observaient désormais avant de juger. Et quiconque avait déjà vu un enfant mieux respirer grâce à un sol chaud n'avait pas besoin d'autres preuves. La rédemption ne s'est pas faite sous les applaudissements. Il est venu en silence. Elle contenait des demandes. C'était un acte de respect tardif. Et cela suffisait. L'hiver ne s'est pas terminé d'un coup. Il s'est estompé progressivement, comme quelqu'un qui a perdu une dispute mais refuse de l'admettre. Les nuits sont restées froides pendant des semaines, mais elles n'avaient plus la même intensité. Le froid était toujours là, mais il ne dictait plus les décisions. Lorsque les familles sont finalement retournées à leur cabane, elles ont emporté avec elles quelque chose d'invisible. Ce n'était pas seulement le souvenir de cette chaleur, ce fut l'effondrement d'une vieille certitude. Certains se mirent à creuser avant même que la terre ne soit complètement ramollie. Pas profondément, pas encore. D'abord, ils observèrent, ils mesurèrent, ils tentèrent de comprendre ce qu'ils avaient si longtemps ignoré. D'autres attendirent, mais commencèrent à poser davantage de questions. Moins de plaisanteries, moins de certitudes. Elena n'est pas devenue une référence officielle. Personne ne la qualifiait d'experte. Personne ne lui a demandé de diriger quoi que ce soit. Mais des hommes qui n'avaient jamais demandé conseil auparavant commencèrent à se présenter avec des questions bien trop précises pour être de la simple curiosité. À quelle profondeur? Quel type de pierre? Combien de temps brûler? Que faut-il vérifier si quelque chose cloche? Elena répondit sans enthousiasme, sans fierté, sans secret. Il a dit ce qu'il fallait dire. Il a mis en garde contre les erreurs. Il répétait sans cesse qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Lorsque le printemps eut enfin défriché la terre, 2 cabanes commencèrent à creuser. Une troisième attendit encore un peu. Don Alvaro disait qu'il préférait se tromper lentement que mourir rapidement. L'hiver suivant ne fut pas aussi rigoureux. Néanmoins, la différence est devenue évidente. Là où le feu brûlait sans cesse, il y avait désormais des pauses. Là où le bois s'épuisait plus vite que prévu, il y en avait maintenant en abondance. Non pas un confort absolu, cela restait un luxe, mais une stabilité. Le genre de stabilité qui permet de dormir sans se réveiller en sursaut. Elena continua à vivre comme avant. Il n'a pas agrandi la cabine. Il n'a rien construit de nouveau. Il n'a pas présenté ce qu'il avait fait comme quelque chose d'extraordinaire. Le seul véritable changement, c'est que plus personne ne la qualifiait d'excentrique. On parlait d'elle comme de quelqu'un mentionnant un point de repère géographique, quelque chose qui existe et qui fonctionne. Des années plus tard, lorsque des étrangers traversèrent la région, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Certaines cabanes avaient des planchers plus épais. Les cheminées disparaissaient dans le sol avant de remonter à la surface. Ce n'était pas la norme, mais ce n'était pas un hasard non plus. Interrogés, leur réponse était vague. Ça fonctionne mieux comme ça. Nous avons tiré les leçons d'un hiver rigoureux. Le nom d'Elena apparaissait rarement, mais la méthode est restée la même. Lorsqu'elle quitta la cabane, bien plus tard, elle montra le système à quiconque souhaitait rester. Elle expliqua le rythme. Elle mit en garde contre la négligence. Elle dit que la terre ne pardonnait pas l'insouciance, mais récompensait l'attention. Puis il est parti. La cabine a changé de main. Quelqu'un a tenté de simplifier le système. Sans grand succès. Un autre l'a conservé tel quel. Et ça a fonctionné. Le temps a passé. De nouvelles solutions ont émergé. D'autres, plus simples, plus rapides, moins silencieuses. Mais sous certaines maisons,
Le sol était encore différent. Les pierres qui avaient appris à emmagasiner la chaleur ne l'oubliaient pas si facilement, et même lorsque le système fut dissimulé, ignoré, considéré comme un travail ancien et superflu, il demeura là, en attente, comme tout ce qui fonctionne sans avoir besoin d'être vu. L'héritage n'était pas une technique révolutionnaire, c'était une correction de l'arrogance, un rappel pratique. Parfois, ce qui paraît étrange est tout simplement trop ancien pour être reconnu. Le froid a emporté les nuits de sommeil, le bois, les vieilles certitudes. Il a emporté le confort facile de ceux qui croyaient que survivre consistait simplement à répéter ce qui avait toujours été fait. Mais il n'a pas tout emporté. Sous une simple cabane, des pierres conservaient silencieusement la chaleur. Ils n'ont pas demandé de crédit. Ils n'ont annoncé aucune amélioration de leur efficacité. Ils ont simplement fait ce qu'il fallait faire, au moment où c'était le plus important. Ces histoires restent souvent méconnues. Elles ne crient pas haut et fort. Elles ne s'enseignent pas à haute voix. Elles demeurent enfouies, attendant qu'on s'y intéresse lorsque les solutions de facilité échouent. Car lorsque l'hiver arrive vraiment, ce n'est pas celui qui parle le mieux qui gagne. La victoire appartient à celui qui comprend ce que le froid respecte encore. Si cette histoire vous a laissé sans voix, poursuivez votre lecture. Abonnez-vous et regardez le prochain épisode. Il y en a encore d'autres que le temps a presque réussi à enterrer.